Bienvenue dans le podcast Vivre de qui je suis. Je suis Laurence Hubert, graphiste indépendante, et ce qui me fait vibrer, c'est de faire rayonner la différence. Si tu es à la recherche de conseils concrets, de ressources inspirantes pour développer ton activité et prendre un peu de hauteur, alors tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement et je te laisse savourer l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Sophie Benoît, qui est photographe, puis bien sûr entrepreneur. Et pour aujourd'hui, je l'ai invitée dans l'idée de discuter d'impact, d'engagement, en tout cas d'entreprendre en conscience. C'est comme ça que j'ai appelé cette rubrique dans le podcast. Donc, bienvenue Anne-Sophie. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Tu peux aussi nous expliquer peut-être pourquoi est-ce que je t'ai invitée à nous parler d'entrepreneuriat conscient, si on peut dire comme ça. Voilà, je te laisse la parole. Ok, merci beaucoup. Alors, pour me présenter, du coup, moi, c'est Anne-Sophie. Je suis photographe depuis un petit moment maintenant. J'ai commencé un peu la photo parce que j'ai beaucoup voyagé avec mes parents, en fait, quand j'étais ado. Parce que mon papa travaillait dans les BTP, donc on me suivait sur les chantiers, etc. Donc, j'ai commencé un peu à vouloir immortaliser ces moments. Donc, j'ai pris des photos à ce moment-là. Et c'est de là qu'est venue un peu toute cette passion pour l'image et pour la photo. Donc, j'ai pas du tout fait d'études dans la photo. J'ai fait une école de commerce, donc vraiment rien à voir. Ah oui. Et donc, j'ai fait ça pendant 4 ans. J'ai eu mon diplôme. Enfin, voilà, c'est pas ce qui me plaisait le plus, mais je l'ai fait quand même. Et ensuite, j'ai eu besoin d'aller vers quelque chose d'un peu plus artistique, mais je savais pas trop quoi faire. Donc, j'ai fait 1 an de web design, puisque j'ai adoré le web. J'avais bossé un petit peu déjà dans les réseaux sociaux et tout. Et je me suis dit, on va essayer ça. Et donc, j'ai fait ça pendant 1 an. À côté, j'avais lancé déjà un peu ma boîte, parce que j'ai toujours eu un peu cette âme entrepreneur. Je me voyais vraiment trop entreprendre, créer quelque chose. Je me voyais pas trop salariée. Et donc, je me suis dit, j'ai eu mon bac à 16 ans, donc j'ai fini mes études assez tôt. Et je me suis dit, go, j'ai rien à perdre, je fais ça. Et de toute façon, on verra bien si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, tant pis, je ferai autre chose. Et du coup, donc, j'ai fini cette année de web design. Je me suis lancée à mon compte et, je faisais principalement du web design, un peu de photos à côté, mais j'imaginais pas ça comme. Enfin, je pensais pas que ça pouvait devenir mon métier vraiment, parce que j'avais pas d'exemple autour de moi ni rien. Et en fait, ça allait pas très bien à cette période-là. Donc, vers 2018, j'étais pas très heureuse. Je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et on m'a introduit Marlène, que tu connais, vu Ouais. qu'elle t'a aussi accompagnée. Euh, et du coup, on a tout repris de zéro. Et elle m'a dit, mais en fait, il faut que tu te ressentes sur toi-même. Il faut qu'on reparte vraiment de ce qui est important pour toi au plus profond de toi. Et de là, on a travaillé pendant des mois. Elle m'a accompagnée, je crois, bien 6 mois ou quelque chose comme ça. Et de là, en fait, je me suis rendu compte que ce qui me passionnait, c'était la photo, c'était de prendre des images, d'accompagner des gens, enfin, tout ça. Et que le web design, en fait, c'était là, mais c'était pas ce qui me faisait vibrer. Et du coup, tout doucement, j'ai décidé de lâcher le web design et de me consacrer à temps plein à la photo. Donc, je pense que ça a été ma première expérience avec le fait d'entreprendre en conscience, parce que je me disais, en fait, ouais, il faut vraiment que je me reconnecte à moi-même et que je fasse les choses parce que j'en ai envie vraiment, et que j'ai pas peur d'aller vers quelque chose qui me plaît, même si ça me paraît compliqué, même si j'arrive pas à me projeter. Je me dis, oh là là, mais je connais personne qui fait ce métier-là, est-ce que je vais y arriver ou pas? Go, il faut y aller, parce que c'était vraiment ce qui me plaisait tellement au plus profond de moi, que le fait de ne pas le faire et de pas me donner cette chance, ça me bouffait, parce que vraiment j'étais super triste, enfin, et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, ce qui est fou aujourd'hui quand j'y repense. Je me dis, mais c'était tellement gros que c'est incroyable que je l'ai pas vu, mais j'avais besoin de ce point de vue extérieur pour m'en rendre compte. Et du coup, j'ai commencé par la photo de mariage, parce que c'est ce qui m'a plu en premier. J'ai une copine qui m'a demandé de venir sur un mariage, et j'ai adoré. Donc, j'ai commencé par ça. Et donc, j'ai fait ça quelques années. Et là, en 2020, j'ai un peu revu les choses. Et c'est marrant parce que j'ai refait un peu ce même schéma, mais
à moindre échelle, c'est que la photo de mode et la photo pour des marques, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, qui m'a toujours attirée. Et je me suis toujours dit non, mais enfin, c'est un autre milieu, tu vas peut-être pas y arriver, tu as peut-être pas trop ta place là-dedans et tout. Et il a fallu le Covid pour que je me dise, bah, en fait, c'est bon, tu dis tout le temps que tu pas le temps et tout, bah, là, tu as le temps vu que tu as perdu tous tes contrats de l'année. Et oui, c'est vrai. Hem, donc du coup, je me suis dit: «Bah, go, je me lance dans les marques» et heu et je me suis dit: «Bah, dans quoi je vais me lancer exactement? Qu'est-ce qui me plaît?» Enfin, tu vois, j'essaie de refaire quand même le bon cheminement en me lançant là-dedans et je me suis dit: «Mais je vais bosser pour des marques ou avec des entrepreneurs, éthiques et engagés» parce que, c'est ce qui me parle le plus, parce que, dans ma vie de tous les jours, c'est enfin, l'environnement, l'éthique et l'éco-responsable, c'est quelque chose qui est ultra important pour moi et je me suis dit: «Bah, je vais prendre ce que j'aime et pareil le remettre, dans mon entreprise» donc voilà, depuis, début 2020, vraiment, je bosse à fond, pour des marques, éco-responsables, des entrepreneurs aussi qui ont, une dimension un peu éthique ou consciente, enfin voilà. Donc Génial. heu, donc voilà, en gros. Ouais, bah, on voit bien, ouais, c'est intéressant de voir ton parcours et est-ce que tu dirais que, qu'est-ce qui est venu en premier? Est-ce que c'est, ton intérêt, là, suite au Covid, de te dire: «Bah, tiens, en fait, moi, j'ai envie de m'orienter vraiment sur les marques éthiques engagées, voilà, les entreprises qui entreprennent des choses en conscience». Ou est-ce que c'était déjà là avant au quotidien pour toi et que finalement c'était évident de l'intégrer aussi dans ta démarche professionnelle? Qu'est-ce qui était là en premier d'après toi? Je pense que c'est mon engagement perso qui était là en premier et qui fait que en fait, quand je me suis dit, «Je me lance pour les marques et les entrepreneurs», ça a été une évidence. Enfin, je me suis pas tant posé la question d'une spécialisation parce que je me suis dit: «Bah, il y a pas d'autre moyen». Enfin, je voyais pas, je sais pas, bosser pour Nike ou des marques comme ça, c'était vraiment pas du tout ce que je voulais et c'est vraiment parce que, au cours des dernières années, bah, l'environnement, les animaux et tout, c'est vraiment devenu quelque chose de très important pour moi et quand tu t'intéresses à ces domaines-là, je trouve que enfin, ça prend forcément une grosse place dans ta vie et du coup, ça régit un petit peu enfin, ton quotidien. Enfin, moi, je suis passée végane il y a 2 ans et forcément enfin, tous mes choix, sont faits, par rapport à ça. Enfin, tout ce que je consomme au quotidien, que ce soit, les vêtements, que ce soit l'alimentation, enfin tout en fait est régi par ça enfin j'aime pas enfin je le dis souvent que je suis végane pour que les gens comprennent, que je mange pas telle ou telle chose, mais je veux pas que ce soit non plus une identité parce que c'est pas, enfin je suis pas que végane, je suis une personne qui, consomme plein de trucs et enfin tu vois personne n'est parfait et cetera. Mais je trouve que c'est quand même super important et qu'au final, bah, être végane, c'est quand même, ce qui régit, la plupart des choses que je fais dans ma vie, quoi. Enfin, sans le vouloir, ça devient, le truc, le plus important et comme tu dis, c'est ça, c'est, de par cet engagement qu'au final, ça m'a paru logique de me spécialiser, pour des marques éthiques et engagées, parce que j'avais envie de partager ça aussi, avec les gens que j'accompagne et je me voyais pas être en décalage, je pense qu'aujourd'hui aussi, j'ai plus cette patience, que je pouvais peut-être avoir avant ou j'en sais rien. Mais enfin voilà, je suis un peu moins patiente et je me dis: «Bah, de toute façon, on n'a qu'une vie», j'ai envie de bosser avec des gens avec qui je suis en phase et avec qui ça se passe trop bien et tu sais qu'il y a une connexion, tu sais qu'il y a un truc, qui se passe, quoi. Ouais, bah, chouette, ouais, effectivement, bah, alors justement au quotidien, par exemple, alors, on imagine bien que, ça semble facile, enfin il me semble, hein, de s'imaginer travailler pour des entreprises ou des marques qui partagent nos valeurs, c'est la base. Enfin pour moi, c'est la base en tout cas. J'ai fait ce même chemin, ce même travail avec, on parlait de Marlène tout à l'heure, donc c'est Marlène Mmh. Ferrero-Varsino, de graphiste et indépendant, qui est copilote des Créa Freelance pour ceux qui nous écoutent et qui ne la connaissent pas. Donc effectivement, voilà, travailler avec des personnes qui partagent nos valeurs, avec qui on est sur la même longueur d'onde, c'est voilà, c'est vital pour son entreprise et pour soi, je Mmh. pense. Enfin, en termes d'énergie, on va C'est tout de clair. suite plus loin. Mmh. Donc moi, je me dis, bah oui, ça semble facile de se dire, bah, je bosse pas pour Total, je bosse pas pour des marques qui polluent, etc. Mais ça a l'air plus facile quand on est entrepreneur parce que
voilà, c'est une identité qu'on peut afficher parce que c'est un argument commercial aussi, et voilà, ça fait partie de notre positionnement. Mais au quotidien, par exemple, voilà, parce que je le vis également de mon côté, je vois bien à quel point c'est parfois difficile de faire des choix. Mm. Et quoi, toi, par exemple, quels sont les choix que tu fais? Alors, tu nous as dit que tu étais végane, donc voilà, ça implique pas mal de choix. Est-ce que tu as Mm. des exemples, soit liés à ça, ou même de façon très large, dans ton quotidien perso, professionnel aussi, bien sûr, hein, tout confondu? Mm. Voilà, quels sont les choix que tu fais? Bah, je pense que principalement, un des choix que j'ai fait là ces derniers temps, c'est de plus, enfin j'évite en tout cas de prendre l'avion. Et que ce soit pour mes déplacements pro ou perso, j'essaye de me dire, bah, je prends le train ou la voiture quand je peux. Mais en tout cas, pour les déplacements en France, je me suis dit que c'était hors de question que je prenne l'avion. Enfin, j'ai des clients qui sont à Bordeaux ou dans le sud et tout. Et c'est sûr que des fois, bah, tu prends l'avion en 50 minutes, tu y es, et en train, ça met 5 heures. Mais je préfère prendre le train parce que je me dis, bah, je peux faire ce petit choix. Et c'est sûr que c'est un peu une contrainte pour moi, forcément, en termes de temps. Mais je me dis, comparé à l'impact que ça aurait si je prenais l'avion à chaque fois, et bah, tant pis, et je fais ce choix-là. Je pense que ça, c'est un des plus gros trucs Alors, enfin, ouais, voilà, ben, que j'ai décidé. justement, j'ai envie de rebondir là-dessus. Comment est-ce que tu fais, si on prend cet exemple du choix du train plutôt que la voiture ou l'avion, euh, comment même si ça représente des grosses contraintes potentiellement, comment t'en fais ton parti finalement? Comment est-ce que voilà, comment est-ce que tu transformes une contrainte en quelque chose qui pourrait ben voilà, t'apporter des choses? Et ben, déjà, je me dis que au final, quand tu mets tout bout à bout, quand tu prends l'avion, le temps d'aller jusqu'à l'aéroport, de faire ton enregistrement, etc., tu prends, enfin, même si tu as genre 50 minutes d'avion au lieu de 4 heures de train, tout mis de bout à bout, tu vas quand même mettre plus de temps que ça. Sauf que tout ce temps perdu à l'aéroport, c'est du temps où je peux pas bosser, où je peux pas me poser, etc. Alors que dans le train, eh ben, j'adore parce que du coup, je me pose, j'ai mon ordi, et en fait, j'arrive à avancer sur plein de choses. Et ce que j'adore avec le train, c'est que tu n'as pas de distraction, il n'y a rien. C'est juste toi et ton siège, et tu avances pendant 4 heures. Et du coup, bah, je suis ultra focus et j'arrive grave à bosser. Et du coup, bah, enfin, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. Et maintenant, j'adore prendre le train. Et je suis trop contente quand j'ai des déplacements parce que je me dis, ah, ça va être trop cool. Je vais être posée pendant mon trajet. J'aurai le temps d'avancer, de faire plein d'autres choses. Et en plus, en revenant de shooting, c'est trop bien parce que du coup, bah, j'ai shooté toute la journée, je rentre et j'ai le temps déjà de trier mes photos et tout. Donc en vrai, je rentre chez moi et j'ai déjà fait une énorme partie du travail. Donc ouais, au Ouais, donc final, c'est cool. ça veut dire que oui, finalement, la contrainte principale qu'on voit avec le train, enfin moi qui, euh, qui ai jamais bougé très loin, on va dire, et donc j'ai rarement pris le train, ouais, tu as pu finalement voir assez facilement, ça te correspondait vachement finalement comme choix par rapport au type Oui. d'activité que tu as, tout de suite, tu as pu trouver comment en tirer un avantage finalement de ce temps-là. Ok. Et puis du coup, alors quels autres choix tu mettrais dans la catégorie voilà, choix éthique, choix conscient, choix éco-responsable, mais voilà, on appelle ça comme on veut, mais par exemple. Euh, Bah, dans mon activité, j'avoue que c'est le plus gros, on va dire, vu que c'est surtout les déplacements que j'ai à faire. Après, dans ma vie à moi, ça va être... Enfin, c'est ce que j'essaye de travailler le plus, en tout cas. Ça va être sur la mode éthique, donc de consommer au maximum de la mode éthique. Et pareil, ça peut être vite un frein, je pense, en termes financiers. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et c'est vrai que des fois, bah, c'est une contrainte parce que au lieu d'aller acheter un vêtement, je sais pas, je me dis, ah, il me manque un pull, je pourrais aller en ville demain et aller l'acheter et prendre n'importe quel pull. Et bah, du coup, je vais me poser 1000 questions. Je vais me dire, déjà, je vais chercher des marques éthiques. Ensuite, je vais me dire, bah, ok, c'est éthique, mais est-ce que du coup, il n'y a pas de matière animale? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et au final, ça devient des fois une montagne. Et je finis par pas acheter le truc que je voulais parce que j'arrive pas à trouver ce que je voulais exactement. Donc des fois, ça peut être frustrant. Et après, je me dis, bah, au final, si tu l'achètes pas de suite, c'est que
peut-être que tu n'en avais pas besoin, enfin, tu vois? Donc c'est vraiment ce côté mode éthique que j'essaie de rentrer, un maximum dans mes habitudes et qui est un peu des fois un peu compliqué, mais après j'adore enfin je suis très curieuse, j'adore chercher donc j'adore, chercher des nouvelles marques, enfin voilà, trouver des options et tout. Donc ça veut dire Donc j'aime bien. que j'entends finalement qu'il y a une notion de temps, il y a une temporalité différente aussi dans ta... Alors là, on parle beaucoup de... Enfin, beaucoup. Là on parle consommation. Du coup, ouais, en t'écoutant, je me dis, plutôt que d'être dans l'immédiateté de je pense avoir besoin d'un truc, donc je l'achète tout de suite, et ben c'est de finalement, à force d'être exigeant pour soi, mais aussi pour l'impact qu'on va avoir, bah, ça introduit quelque chose qu'on a perdu, mais à mon avis qui était là avant, hein, c'est-à-dire Mmh. quand on... Alors là, je remonte loin. Euh, mais voilà, quand on faisait, soit on faisait nos vêtements nous-mêmes, soit on les faisait confectionner par un artisan, il y avait Mmh. le temps de la fabrication et du coup, le vêtement, tu le gardais longtemps parce que c'est de Mmh. l'effort, parce que, et puis bon, on savait coudre plus facilement, j'imagine, ça faisait Oui, plein de c'est choses vrai. qu'on a perdues. Donc, Mmh. sans vouloir revenir dans le passé, finalement, on retrouve cette notion de prendre le temps de faire un choix plutôt que Oui. d'être dans la fabrication, c'est voilà, prendre le temps de bien choisir la bonne chose. Et vu le temps qu'on y a passé pour la trouver, Mmh. pour faire le bon achat, bah, j'imagine aussi qu'on achète moins souvent. Ouais, c'est Enfin, ça, ouais, c'est ça, ouais. exactement. Et puis comment dire? Tu as une autre relation, je trouve, avec, les vêtements que tu as aussi parce que, moi, je suis moins friperie, j'ai un peu plus de mal à trouver ce que j'aime et mon style, personnel, dans les friperies. Mais je trouve que c'est quelque chose de vraiment, vraiment super. Mais du coup, je vais acheter, un peu plus du neuf, je pense, maintenant que j'essaie de renouveler ma garde-robe et de changer un peu ça. Donc je vais acheter un peu plus du neuf, mais du coup, je vais vraiment faire gaffe. Je me dis: «Bah, si j'achète du neuf, par contre, il faut que je fasse super attention à ce que j'achète». Et c'est vrai que du coup, à chaque fois que je reçois une pièce, je suis trop contente. Enfin, tu vois, il y a ce truc aussi où c'est pas tu pas acheté genre 50 vêtements, à Primark où du coup ça t'a rien coûté. Tu t'es acheté genre une pièce et tu l'as chérie et tu es super contente de l'avoir. Donc je trouve que ça change totalement le rapport qu'on a, ouais, avec la consommation et c'est bien, comme tu dis, de reprendre ce temps, enfin, ou de passer par des marques, des fois, où tu commandes, bah, en précommande, justement. Et du coup, bah, en fait, tu as commandé, en juin et tu as reçu, ton vêtement en septembre. Donc tu as attendu super longtemps, mais du coup, quand tu le reçois, bah, tu es super content, je trouve. Enfin, ça change vraiment plein de choses. Enfin, c'est vrai que c'est une contrainte, ça, on peut pas le nier. Mais au final, enfin, je trouve que ça le vaut totalement, quoi. Alors justement, quels sont le genre de questions que tu te poses quand tu vas acheter ou quand tu vas t'équiper? Alors là, on a parlé vêtements, mais y compris quand tu entreprends quelque chose. Quand je dis entreprendre, voilà, c'est pas forcément d'un côté la sphère pro, d'un côté la sphère perso. Moi, je pense que c'est pour eux que Mmh. ça communique, quoi. Il y a pas, on se divise pas en deux quand on Non. éteint son ordinateur. Mais voilà, est-ce que tu peux nous partager un peu le genre de réflexion que tu as face à un choix par exemple, enfin, je sais pas, tu vois, comme pour du matériel, alors bon, peut-être que le matériel de photo, c'est pas un bon exemple parce que j'imagine il y a pas forcément Mmh. d'équipement éco-responsable dans ces secteurs-là. Enfin, moi, de mon côté, c'est pareil. Enfin, on partage un certain nombre d'outils toutes les deux, de toute façon, Mmh. avec Oui, carrément. ordinateur et compagnie. Mais est-ce que, ouais, qu'est-ce que tu regardes, par exemple, comme critère ou qu'est-ce qui fait que tu as la sensation d'avoir fait un bon choix Mmh. par rapport à tes valeurs bah, éco-responsables, éthiques? Hem, Bah, déjà, je vais me demander avant d'acheter quelque chose, est-ce que j'en ai vraiment besoin? J'essaie de me laisser le temps de même si je vais sur le site et que je le mets dans mon panier, par exemple, me dire: «Bah, je commande pas tout de suite et j'attends» et si je me dis dans quelques jours que oui, j'en ai vraiment besoin, bah, là, je peux acheter, ce dont j'avais besoin. Donc il y a ça, il y a la production, j'essaye vraiment de regarder,
au maximum, si c'est made in France, c'est top, enfin, d'être au plus local possible en tout cas. Mais c'est pas toujours possible pour tout, comme tu dis, pour le matériel. Enfin, mine de rien, mes appareils photo, je peux pas faire autrement que d'acheter une des marques enfin, les plus connues qu'il y a sur le marché et où je sais que j'aurai un bon service après-vente, où je sais que ça fonctionne depuis des années et que ça va me suivre et que j'aurai pas de soucis avec pendant que je vais travailler. Enfin, c'est quand même super important. Mm. Donc, tu peux pas toujours faire tous les choix que tu voudrais, mais globalement, j'essaie vraiment de regarder la provenance, euh, comment ça a été fait. Donc, est-ce que c'est fait de manière artisanale? Est-ce que c'est fait par une grande industrie, une moyenne industrie? Enfin, voilà, comment c'est fabriqué. Euh, et en fonction du produit que c'est, j'essaie de regarder les matières aussi, enfin, de consommer principalement des matières naturelles. Enfin voilà, en fait, j'essaie de regarder un petit peu tout. Et de là, je me dis des fois, bah oui, ça j'adore, mais cette marque, elle va peut-être pêcher un peu sur tel aspect environnemental, etc. Mais c'est le meilleur truc que j'ai trouvé qui correspond vraiment à toutes les attentes que j'ai. Ok, bah, je vais peut-être faire l'impasse sur ça et quand même acheter chez eux. Enfin, tu vois, j'essaie toujours de trouver au mieux au final. Et je pense que c'est ce qui est le plus important aussi, c'est qu'il ne faut pas se culpabiliser et se dire ah là, j'ai acheté ce truc, c'est pas la marque la plus éthique, machin, c'est trop mal, je fais une action vraiment trop mauvaise. C'est justement de déculpabiliser totalement et de se dire ok, j'ai pesé le pour et le contre, j'ai bien réfléchi et je fais cet achat en conscience et je suis ok avec ce choix que j'ai fait. Et c'est ça le plus important, je pense, dans le fait d'entreprendre en conscience et d'essayer d'être éthique ou d'être dans une démarche éco-responsable. Oui, parce que je me dis effectivement, je te rejoins complètement là-dessus, et c'est de se dire, alors ça peut paraître un truc facile, mais de se dire que on peut pas avoir des choix absolus, de dire, ben voilà, soit j'achète, ou soit j'entreprends, soit je fais une action parce qu'elle est absolument parfaite de tout point de vue, soit je la fais pas. Dans ce cas, on peut rien faire. Et donc, tous les outils qu'on se met à disposition, dans lesquels on investit, même si au départ, ils ne sont pas hyper clean par rapport à ce qu'on cherche et à l'impact qu'on veut avoir ou ne pas avoir, bah, finalement, si on les met à notre service, moi, des fois, je me dis que ben, voilà, c'est transformer un truc qui, au départ, a l'air mal barré, voilà, avec pas comment dire, un impact qui semble pas du tout raccord. Mais si par extension, on peut aider 10, 100, 1000 personnes, nous, avec notre action, avec les outils qu'on a pu avoir en main, voilà, est-ce que... c'est une question ouverte, hein. Moi, tu n'as pas forcément de réponse et moi non plus. Oui. Mais moi, c'est ce que je me dis des fois. Je me dis, mais voilà, si ça me permet d'aider plein de gens qui eux-mêmes vont aider plein de gens et ainsi de suite, et donc avoir un impact plus positif à moyen terme, bah voilà, c'est peut-être un peu transformer le plomb en or, quoi. Je ne sais pas si on peut utiliser cette métaphore, mais ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est que, enfin, il n'y a pas de choix parfait, comme tu dis. Rien n'est parfait. Enfin, je veux dire, on consomme, on entreprend des choses, on a des actions qui forcément ont un impact sur l'environnement. Et le plus important, c'est juste, comme tu dis, de se dire, bah, est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que bah, de faire ce choix-là, ça va aider d'autres personnes? Et si la réponse est oui, bah, des fois, il faut y aller. Il ne faut pas non plus trop se... Enfin, ouais, faut pas trop se stresser, il faut pas trop se mettre la pression. Enfin, je pense qu'il y a vraiment, par contre, un vrai souci là-dedans, dans ce milieu de l'environnement et de l'éco-responsable, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la culpabilisation, qui vont avoir un discours très négatif. Et en fait, moi, je sais que c'est pas quelque chose qui fonctionne pour moi. Et je me dis, on peut tous faire une petite action. Et si tout le monde faisait un tout petit peu, et ben déjà, ça aiderait trop. Enfin, je sais pas si tout le monde se disait, bon, bah, j'essaye d'acheter du dentifrice dans un contenant vert aujourd'hui et c'est mon action et je fais que ça, et ben c'est déjà super cool. Enfin, on peut chacun avoir un impact et si chacun on fait un petit truc, bah déjà c'est génial. Donc il n'y a pas de petites actions, il n'y a pas de... Enfin ouais, je pense que c'est important de le dire et de déculpabiliser un peu les gens
Enfin, je sais que moi, quand j'ai dit que j'étais végane, j'ai eu plein de réflexions vraiment nulles. Parce que les gens pensent que quand tu deviens végane ou quand tu t'engages à ce point-là, tu juges un peu tout le monde, alors que c'est pas du tout le cas. Enfin, Oui. vraiment, moi, je suis la seule végane presque de mon entourage et je le vis très bien. Et je me dis pas que tous les gens autour de moi sont des mauvaises personnes, tu vois. Et, euh, et je pense que c'est ça qui est important, c'est ouais, de déculpabiliser un petit peu tout le monde, mais de donner des outils, de passer le message, de sensibiliser un petit peu. Et comme ça, bah, on plante un peu des petites graines par-ci par-là. Et un jour, tu as quelqu'un qui va te dire: «Ah, bah, tu sais, tu m'avais parlé de ça, bah, ça m'a touchée et je me suis renseignée. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai mis telle action en place.» Enfin, voilà. Je pense que c'est le plus important. Oui, mais complètement. Alors, moi aussi, je peux témoigner de ça. Quand on a fait le choix d'habiter dans une tiny house, donc c'est une petite Mmh. maison en bois hyper minimaliste, hyper fonctionnelle, voilà, où on a un tout petit Mmh. espace très léger. Voilà, on a eu des réactions aussi de bah oui, mais moi je préfère une maison. Enfin voilà, pareil, de personnes qui se sont senties un peu Mmh. coupables ou de se dire bah mince, moi je suis pas aussi exemplaire alors que c'était pas du tout notre but. Nous, on avait fait ce choix Mmh. pour nous, juste parce qu'on s'est dit bah c'est notre manière, c'est la manière qu'on a trouvée à ce moment-là pour être le plus en accord avec nos valeurs, mais en aucun cas pour donner des leçons ou voilà. Et c'est quand tu fais des actions centrées et désintéressées, enfin quand je dis désintéressées, voilà, où tu cherches pas à être donneur de leçons, mais que vraiment, bah, c'est là où c'est le plus efficace finalement. Et pareil, assez Mmh. rapidement autour de nous, on a eu plein de personnes qui se sont dit, mais attends, je me suis renseignée, en fait, c'est trop bien. En fait, je vais vendre mon appart et puis en fait, je vais faire pareil. On n'a jamais Ah, trop encouragé qui que ce cool. soit à faire comme nous, mais parce que bah voilà, on a partagé sur nos choix, bah, ça a donné des idées à des personnes. Ils se sont dit, ah, mais c'est possible en fait. Voilà, juste ça. Ah, c'est trop cool. Ouais, trop bien. Donc, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et je pense que enfin, il me semble que c'est ça. Aussi entreprendre en conscience, c'est de le faire pour soi, de le faire pour son activité, dans l'impact qu'on veut avoir. Et par répercussion, ben, ça peut faire des choses chez les autres aussi, quoi. Mmh. Exactement. Ouais. Ben, justement, je sais que pour en avoir beaucoup discuté dans ma sphère, à moi aussi, il y a pas mal d'entrepreneurs qui hésitent beaucoup à inclure une démarche éco-responsable vraiment, c'est-à-dire quand on le pense au niveau perso, tu vois, d'acheter une brosse à dents compostable, je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, ou en Mmh. bambou, enfin voilà. Voilà, ça a l'air plus facile quand c'est dans la sphère perso parce que il y a plein de choses au quotidien où on se dit, bah oui, ça, je sais que ça existe, les shampoings solides, je sais que ça existe tel Mmh. produit, tel comportement, voilà, de privilégier le covoiturage. Voilà, il y a déjà une culture qui est installée depuis quelques années. Mais dans Ouais. l'entrepreneuriat, quand on est seul, je veux dire, parce que pareil, les grosses boîtes ont des services entiers qui s'occupent de la RSE, de leur impact, etc. Oui. Mais quand on est seul, on hésite parce que bah, ça, comme on le disait tout à l'heure, ça engage pas mal de contraintes et des coûts aussi. Et je sais que pour en avoir discuté autour de moi, il y a une vraie peur de mettre son entreprise en difficulté en faisant des choix qui sont soit plus coûteux, soit plus contraignants. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de répondre à ça, toi qui as déjà pas mal de voilà, de petites choses que tu entreprends depuis un certain temps par rapport à cette peur? Bah, je pense que ça va dépendre des métiers parce que je pense que c'est sûr qu'il y a des métiers dans lesquels c'est plus facile à mettre en place que d'autres. Par exemple, dans le mien, bah oui, vu que mon matériel, je l'ai déjà, mes plus gros choix éthiques, ça va être sur les déplacements, ça va être sur les prestataires que je recommande aussi à mes clients, de prendre une maquilleuse ou un maquilleur qui utilise des produits vegan ou bio ou des choses comme ça. Enfin, donc c'est peut-être plus facile, je pense, pour moi. Pour certains métiers, j'imagine que ça doit être un peu plus, compliqué, comme par exemple, bah, je sais que j'ai des clients qui lancent leur marque de vêtements, et en fait, quand tu veux faire du 100 made in France, dans des matières naturelles, ça coûte, bah, bien plus cher et du coup, il y a des marques qui se posent vraiment des
questions et qui se disent comment on va faire. Et je pense que c'est là où il ne faut pas oublier qu'on a quand même un business à gérer, que c'est une entreprise, que c'est ce qui nous rapporte l'argent qui nous permet de payer nos factures, etc. Et c'est là où je pense qu'il faut faire attention et réfléchir aux choix qu'on fait et se dire, OK, est-ce que ça me met vraiment en danger ou est-ce que il y a vraiment une solution que je peux trouver pour quand même avoir un business qui fonctionne et mettre en place telle ou telle action. Et je pense que ce qui est bien, c'est de sonder ses clients, puisque des fois, on peut se dire, par exemple, moi, pour les déplacements, au début, je me suis dit, bah oui, ça va forcément coûter plus cher à mes clients qui me prennent en train que de me prendre en avion. Mais si je leur explique pourquoi je le fais, si je leur montre qu'en fait, si on prend les billets à l'avance, c'est pas si cher, et cetera, est-ce que ça va pas passer? Et en fait, c'est passé avec tous mes clients et j'ai aucun client qui m'a dit «Ah bah non, c'est mort, tu te débrouilles et tu prends l'avion pour venir». Enfin, ils l'ont tous compris au final. Donc, je pense que comme pour tout, des fois, on peut aussi se mettre des barrières parce qu'on n'a pas encore testé, parce qu'on n'a pas parlé autour de nous, etc. Et en fait, d'en parler avec d'autres gens, d'en parler avec ses clients, de sonder un petit peu, des fois, on se rend compte que c'est pas, que c'est carrément faisable et qu'on peut totalement mettre en place des actions plus, plus éco-responsables. Donc ouais, je dirais, bien sonder ses clients, en discuter, voir toutes les options aussi qui sont possibles. Enfin, entre prendre l'avion et prendre le train, il y a aussi, prendre la voiture, il y a plein d'autres choses. Donc en fait, j'ai un peu pesé le pour et le contre pour chaque option et en vrai, je prends pas tout le temps le train. Il y a des fois où, c'est un peu inaccessible en train, pardon, et que ça va être galère, je vais y aller en voiture. Enfin, donc en vrai, c'est juste de composer avec toutes les options qu'on a et de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux et bien sûr de réfléchir, des fois au début de son entreprise, on peut pas faire les choix les plus engagés parce que, il y a quand même une réalité financière et il faut pas le nier et on peut se dire: «OK, là je commence et je suis pas au top de ce que je voudrais, je suis pas, la plus engagée» et cetera. Et introduire en fait, des éléments au fur et à mesure, tout simplement. Se dire: «Je commence comme ça et puis, au bout d'un an, quand je vois que ça fonctionne bien, je vais mettre en place, telle chose et puis après, encore une autre et encore une autre» et vu que techniquement notre entreprise est faite pour grandir et au final, on arrive à rentrer des choses au fur et à mesure. Enfin, ouais, je pense, que je dirais ça. Ouais, ouais, c'est une chouette réponse parce qu'effectivement, en déconstruisant, ce qui nous semble être une montagne, on peut se rendre compte qu'il y a plein de petites choses, possibles, pas trop coûteuses en tout cas, et puis comme tu le disais, ça j'y avais pas pensé, mais effectivement en consultant les clients, on se rend compte parce que dans le cas où on a des frais de déplacement comme toi, c'est sûr que c'est voilà, le coût est visible, mais ça peut tout à fait être aussi un argument parce que si on se met à faire des choix professionnels qui sont alignés avec nos choix personnels, alors ça s'appelle du positionnement et donc ce positionnement, il a un coût, enfin il a une valeur plutôt. Et cette valeur, voilà, Oui. c'est comme quand on choisit, moi personnellement, je choisis de travailler avec Infomaniac comme hébergeur parce qu'ils sont eux, ils sont ultra engagés et c'est béton, justement, leur politique environnementale. C'est plus cher que la moyenne, que OVH et O2 Switch, Mmh. etc. Mais pour le coup, j'achète pas un service d'hébergement ou de nom de domaine pour mes clients. J'achète la possibilité de créer un site internet qui va moins polluer que les autres. Donc voilà, c'est ça. Et quand on arrive à faire comprendre ça à ses clients et qu'en plus ils sont d'accord, mais c'est génial. Ça, c'est une bonne piste à Oui, laquelle je n'avais pas du tout exactement. pensé. Ok, super. C'est que ça appuie totalement ton positionnement, c'est ça. Ouais. Oui, donc finalement, de quelque chose qui pouvait apparaître comme une contrainte, on en fait un argument de plus qui peut décider Ouais. des clients hésitants, de se dire, ah bah oui, c'est vrai, tiens, entre deux photographes, entre deux consultants, deux coachs, voilà, je sais pas, deux créateurs, je vais choisir celui-là parce que, Mmh. et c'est vrai ce que tu dis, c'est vraiment, ouais, c'est donc voilà, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui hésitaient jusqu'ici, qui trouvaient ça trop compliqué, trop
voilà, trop de contraintes, voilà une nouvelle piste à explorer finalement pour aussi se rapprocher de ses valeurs et de toucher plus de clients qui vont dans le même sens, quoi. Exactement. Donc du coup, ça répond un peu à la question que je voulais te poser après. Qu'est-ce qui devient possible lorsqu'on entreprend en conscience selon toi? Alors on a déjà cette première piste-là qui est d'avoir plus de clients qui nous ressemblent, qui partagent nos valeurs. Exactement. Est-ce que tu vois d'autres choses tout d'un coup qui deviennent possibles, voilà, auxquelles on n'aurait pas pensé avant, quoi? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui deviennent? Et je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fait de se sentir beaucoup mieux soi-même, parce que je pense que si quelqu'un se pose la question d'entreprendre en conscience, c'est que la personne a vraiment envie de le faire et que c'est quelque chose vers lequel il faut aller. Donc je pense qu'une fois qu'on commence à entreprendre de cette manière-là, on se sent beaucoup plus aligné, on est beaucoup plus fier aussi de parler de ses services ou de ses produits. Et je pense que du coup, ça se sent, enfin, je pense qu'il y a toute une nouvelle énergie aussi qui émane de tout ça. Et la deuxième chose, c'est que du coup, on va aussi attirer, outre les clients, on va aussi attirer d'autres personnes qui nous ressemblent. Et ces dernières années, j'ai rencontré plein de gens qui partageaient aussi mes valeurs et avec qui j'échange, et je suis trop contente en fait d'échanger avec eux, et ça crée des super belles dynamiques. C'est des gens avec qui tu peux finir par travailler, ou qui vont bosser avec toi sur certains projets, ou juste avec qui tu vas échanger régulièrement parce que tu partages les mêmes valeurs. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'affirmer son positionnement et ses valeurs et son engagement sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a une longue période où on a eu tendance à être un petit peu trop correct sur les réseaux sociaux. On essaye de ne pas trop donner son avis parce qu'on a peur que ça froisse certaines personnes qui ne seraient pas d'accord, ou ce genre de choses. Et en fait, je pense que, de toute façon, les personnes qui ne sont pas d'accord ou qui... Enfin, on a le droit de ne pas être d'accord, mais les personnes qui vont ne pas être d'accord de manière très violente, on n'en veut pas dans notre entourage. Et que du coup, on a envie d'attirer des personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui ont envie de discuter, d'échanger ou de confronter leur point de vue. Et du coup, je pense que voilà, en affirmant ses valeurs, en parlant sur les réseaux sociaux, ça permet aussi de créer des belles dynamiques, d'échanger, de s'ouvrir aussi. Et je trouve que c'est super, ça fait vraiment je sais pas, une super bonne énergie. On rencontre des clients super, on rencontre d'autres personnes trop intéressantes. Et du coup, c'est ultra motivant aussi. Et on se rend compte qu'on n'est pas seul, qu'il y a plein de gens qui ont envie d'entreprendre de cette manière, et qu'il faut juste qu'on en parle. Faut juste, voilà, faut pas avoir peur d'en parler en tout cas. Ouais, c'est chouette ce que tu dis. Et du coup, pas, pardon, pas avoir peur non plus j'imagine, c'est pas que j'imagine, c'est que moi aussi, même si j'ai l'impression de faire déjà beaucoup de choses, j'ai toujours ce petit sentiment de ah, c'est pas assez. Et du coup, c'est vrai que des fois, on n'ose pas, peu importe où on en est sur ce chemin-là, il y a toujours un petit frein de se dire ouais, mais c'est pas encore assez exemplaire, c'est pas donc c'est tellement dérisoire ce que je fais que j'en parle pas. Mais en fait, tu as trop raison, c'est plus on en parle, même des petites choses, même un petit post LinkedIn, un post Insta ou un petit link dans sa newsletter, de dire ouais, voilà, j'ai entrepris telle action cette semaine, voilà, pour réduire mon impact, ou tout simplement pour me sentir mieux, parce que parfois on n'est pas obligé d'avoir voilà, d'adhérer à un discours de voilà, c'est à nous de faire des efforts, même si on sait que c'est les entreprises, les grosses entreprises qui polluent le plus, les grosses industries. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression de se dire, mais pourquoi moi je ferais autant d'efforts? Puis le peu que je fais, c'est dérisoire. Mais en fait, comme tu le dis, toutes les petites actions comptent. Et quand on commence par les faire pour soi d'abord, il se passe plein de choses. Et c'est ce que je raconte dans la rubrique écologie intérieure du podcast. C'est ça aussi, c'est finalement entreprendre en conscience et de le communiquer, montrer les petites actions qu'on fait. Et ben finalement, ça peut avoir beaucoup plus d'impact que ce qu'on croit, quoi. Et de se détendre avec ça, peut-être aussi, hein.
Oui, en fait, je pense qu'on se juge nous-mêmes énormément. On est très critique envers nous-mêmes, comme tu le dis. On a peur que ce soit pas assez, qu'on soit pas assez, assez écolo, assez ci, assez ça. Et en fait, faut vraiment, comme tu dis, se détendre et se dire, mais c'est déjà très cool de faire des efforts. C'est déjà super d'être conscient. Qu'on peut avoir un impact, même si franchement, on a l'impression que c'est rien, mais en vrai, si, enfin, on se rend pas compte, en fait, des personnes qu'on touche aussi, sans avoir 10 000 abonnés sur Insta ou j'en sais rien, même si, je sais pas, il y a 1000 personnes qui suivent ce que tu fais, et ben, en vrai, sur ces 1000 personnes, il y en a forcément qui vont être touchées ou qui vont découvrir quelque chose qu'ils connaissaient pas. Enfin, c'est tout bête, mais je sais je crois en début d'année, j'avais partagé que j'avais acheté un Guppy Friend et c'est genre un sac dans lequel tu mets tes vêtements qui ont des matières plastiques dedans et ensuite tu le mets à la machine à laver et ça récupère les microparticules et tout. Et j'avais mis ça sur Insta en me disant, en vrai, tout le monde s'en fout, mais je vais quand même le mettre. Et en vrai, il y a plein de gens qui m'ont répondu, ah, mais c'est trop cool, je connaissais pas du tout. Ah, bah, je vais me renseigner. Je savais pas du tout que ça polluait quand on mettait des matières plastiques dans la machine à laver, des choses comme ça. Et j'étais trop contente. Du coup, je me suis dit, ah, bah, même s'il y a genre 3 personnes, peut-être qui derrière l'ont acheté ou ont réfléchi à ça, et bah, c'est déjà trop bien. Donc, je me suis dit, Génial. bah voilà, c'est cool, j'ai pas un impact sur des millions de personnes, mais je m'en fous. C'est déjà trop cool de se dire Ouais, qu'il y a des gens mais ouais. qui regardent et qui sont, ouais, qui sont à l'écoute et qui, du coup, se posent après des questions et tout. Donc De ouais, fil c'est en important d'en aiguille, parler. tu as raison. Enfin, même une petite. Il suffit de la bonne info au bon moment pour une personne qui, justement. Enfin, moi là Mm. aussi, j'ai appris un truc. Hein. Je savais pas que ça existait un sac. Alors, je savais qu'il y avait des microparticules qui se baladaient de partout, mais je savais pas qu'il y avait un sac dans lequel tu pouvais les contenir en mettant tes vêtements avec de la matière plastique, tu vois. Donc du coup, est-ce qu'on pourrait dire, voilà, faire des petites choses. Il n'y a jamais de petites choses trop petites. Enfin, voilà, tout a de Mm. la valeur. Et en plus, communiquer dessus, finalement. C'est ça ce que je comprends de ton témoignage là. Voilà, pas Exactement. s'arrêter à j'ai fait un truc, parce qu'en le communiquant, on décuple l'impact en fait que ça peut avoir. Mm. Et alors justement, ça me fait une bonne transition avec la question suivante. Est-ce que du coup, tu penses qu'un entrepreneur puisse avoir plus d'impact pour renverser la tendance? Alors quand je dis plus d'impact, c'est par rapport simplement aux salariés classiques, on va dire, voilà, dont on a la caricature du métro boulot dodo, voilà, si on Mhm. va dans la caricature, mais voilà, est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, finalement, on peut, à son échelle, avoir plus d'impact qu'un citoyen non entrepreneur, selon toi? Bah, je sais pas s'il y a une vraie réponse, mais dans l'idée, je dirais que oui, parce que t'es pas bridé par quelqu'un, enfin, t'as personne qui t'empêche de t'exprimer, en fait, quand tu es en entreprise, même si tu as envie que ton entreprise fasse des efforts sur certaines choses, ça va être très compliqué de les mettre en place parce qu'en fait, tu n'es pas le seul décisionnaire. Au-dessus, il y a peut-être 10 personnes qui vont passer avant de prendre une décision. Et du coup, ça peut être très long ou ça peut carrément ne jamais arriver. Et ça peut être très démoralisant du coup parce que même si tu as envie de mettre en place des choses plus éco-responsables dans ta boîte, et ben comme c'est pas toi qui décide et c'est pas toi qui as le mot final, bah, des fois ça va jamais voir le jour et je pense que ça peut être très frustrant. Alors que quand tu es à ton compte, bah, tu es là, c'est toi, en fait, il y a que toi, donc il y a personne pour te dire non, il y a personne pour te dire que c'est pas possible. Et du coup, je pense que ouais, tu peux carrément avoir un impact parce que bah, déjà, si toi, tu mets en place des choses et que tu communiques dessus, ça va avoir un impact sur les gens qui suivent ce que tu fais, qui t'écoutent, etc. Et tu peux aussi avoir un impact envers tes clients. Donc, au final, tu peux avoir de l'impact de partout. Et je trouve que c'est ça qui est super fort quand tu es à ton compte, c'est que tu peux avoir un client qui vient te voir et qui n'est pas plus sensible à l'environnement que ça, mais de lui en parler et de lui faire choisir des solutions plus éco-responsables. Tu vas se dire, ah bah tiens, je savais pas que ça c'était possible. Je sais pas, je vais dire un truc tout bête, mais disons quelqu'un qui veut faire des impressions de documents de com et tu vas lui dire, bah
c'est là pour ces impressions, tu pourrais partir sur du papier recyclé ou du papier ensemencé ou des choses comme ça. Et ben les gens, ils y auront peut-être pas pensé avant, mais toi, tu leur as donné cette option. Donc ouais, donc du coup, je trouve que carrément, je pense qu'on peut Mmh. avoir un Ouais, impact. donc ouais. C'est des bons exemples, ça, sur les impressions, effectivement. Il y a le choix des encres aussi. Ouais, parce on a cette possibilité de communiquer et pas rester dans son coin à faire ce qu'on, voilà, sans raconter ce qui se passe. On a une audience, on a des clients, comme tu disais. Donc, je suis assez d'accord avec toi, en fait. Je pense que en tant qu'entrepreneur, on peut vraiment avoir un impact décuplé par rapport à quelqu'un qui serait salarié dans une entreprise qui subit effectivement les choix de la hiérarchie. Ouais, Et alors, c'est ça qui est compliqué. ouais. Après, voilà, des fois, il y a des entreprises nouvelles qui ont un autre fonctionnement où voilà, Ouais. la pyramide n'est pas forcément ultra présente et où on peut Mmh. s'exprimer et innover à l'intérieur de l'entreprise. Ça existe aussi. Exactement. Et ça, c'est chouette, Oui, ouais. heureusement, Ouais. c'est clair. Et alors, quels seraient tes conseils pour les entrepreneurs qui voudraient entreprendre en conscience, avoir une démarche un peu plus éco-responsable, mais qui ne savent pas par où commencer? Parce que c'est souvent le premier pas, le plus dur, comme beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais? Bah, je pense que c'est vraiment très, enfin, on l'a déjà dit plusieurs fois, donc voilà, mais je pense que c'est vraiment de partir de soi, enfin, de se dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me touche, à quoi je suis sensible et d'essayer de faire un peu le point là-dessus, de se noter un petit peu peut-être, les sujets, les démarches, enfin voilà, tout ce qui nous touche et de là, un peu se dire: «Bah, OK, qu'est-ce que je peux commencer à mettre en place par rapport à ça?» Un truc tout bête, mais pour moi, c'est super important, l'inclusivité dans la mode, autant l'inclusivité en termes de couleur de peau et cetera, qu'en termes de taille, des modèles et du coup, bah, moi, je me dis, bah, quand j'ai, des clients qui me contactent, je vais toujours leur proposer des modèles de tailles différentes, de couleurs différentes et enfin, après, pour moi, c'est devenu super naturel, heu mais du coup, c'était un sujet qui était super important pour moi et je me suis dit: «OK, bah, je vais l'intégrer comme ça, dans mes valeurs et dans ma manière de travailler» et je pense que c'est le plus simple, en fait, c'est de partir sur des choses qui nous touchent parce que forcément, on va forcément être plus, engagé, on va forcément le faire avec plus de cœur, que de se dire: «Ah, j'ai vu telle personne, mettre en place telle action, donc je vais faire pareil». Enfin non, il faut vraiment que ça vienne de soi et Hmm. que ce soit des choses qui nous touchent et ça permettra aussi de rester fidèle à nos engagements au long terme, parce que des fois, c'est pas facile, enfin, je sais pas, enfin, c'est pas facile de rester fidèle à ses engagements des fois. Enfin, je parle par exemple pour le véganisme, quand je suis en déplacement en France et que, je trouve rien à manger de végan, en déplacement, bah, franchement, enfin, je suis dégoûtée et je me dis: «Bah, là, j'ai trop faim, le plus simple, ce serait que je mange, un truc qui est pas végan», mais parce que mon engagement, il est ultra fort, parce qu'il part de moi et enfin, de valeurs qui sont super profondes et bah, je tiens mon engagement et je pense que c'est ça, en fait, c'est il faut vraiment que ça parte de soi, hem et ouais, de trouver les sujets, les causes qui nous tiennent à cœur et petit à petit de les intégrer dans notre, de trouver en tout cas, d'essayer de trouver une manière de les intégrer dans notre façon de travailler et avec nos clients, enfin, voilà, je Hmm. pense que c'est ça. Il faut y aller petit à petit, il faut pas, se mettre la pression. On fait les choses à son rythme, pas se comparer à telle personne, qui a l'air ultra engagée sur les réseaux sociaux parce que Hmm. ça reste les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Hem et voilà, vraiment prendre le temps, réfléchir, trouver des solutions tranquilles et puis les mettre en place, au fur et à mesure. Est-ce que tu dirais que partir de soi, c'est aussi la clé pour que ces nouveaux comportements, ces nouveaux choix s'installent dans la durée, du coup? Ouais, carrément. Oui, Ouais. oui. Je pense qu'en fait, enfin vraiment pour moi, il n'y a pas d'autre, je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres solutions, mais pour moi vraiment, quand ça part pas de soi, c'est trop dur je pense de se tenir sur le long terme à des engagements parce que,
Moi, quand je suis passée végane, je l'ai fait, enfin, ça a été tout un, tout un processus, mais je l'ai fait pour moi et ensuite, je me suis vraiment renseignée à fond. Enfin, moi, ce qui m'a fait rentrer dans le véganisme, c'était vraiment le côté animal pour le coup. Mhm. Il y a des gens qui rentrent pour le côté environnemental, pour le côté santé. Enfin, il y a vraiment plein de portes différentes. Et moi, je suis vraiment rentrée pour le côté animal et je me suis après renseignée sur le reste. Euh, mais comme vraiment, il y avait déjà quelque chose de très fort, ça m'a paru super simple. Et du coup, donc je suis rentrée par là, je me suis renseignée, je me suis dit, ah ouais, ok, bon, bah, pour les animaux, déjà, ça fait ça, mais pour l'environnement, ça fait ça, pour la santé, ça fait ça. Et du coup, ça s'est décuplé et c'est devenu de plus en plus facile. Mais je pense qu'il faut vraiment que ça parte d'un questionnement profond ou. Enfin, ouais, il faut vraiment que ça parte de soi. Je pense que si c'est juste quelqu'un qui te dit ah, il faut que tu fasses ça, ce sera mieux pour l'environnement, bah, je pense que tu vas le faire une fois. Et le jour où tu vas te retrouver confronté justement à un problème ou à un dilemme un peu compliqué, tu sauras même plus pourquoi tu fais tes choix et du coup, tu vas partir peut-être vers la solution la moins éco-responsable parce que tu sauras plus trop, enfin, tu auras un peu perdu de vue tout ton engagement, tout. Alors que quand c'est profond, enfin, franchement, je me rends compte que vraiment, des fois, je me retrouve face à des choix où ça devient un vrai. Enfin, c'est un vrai dilemme, mais c'est un dilemme ultra profond, tu vois, où je vais être vraiment en train de me dire, mais attends, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, j'ai un exemple vraiment tout bête, mais il y a 1 ou 2 mois, je me suis retrouvée au fin fond de l'Ardèche. Après un mariage où j'avais pas trop mangé sur le mariage et tout. Et ensuite, je devais remonter sur l'île, donc j'avais genre 2 heures et demie de route et j'avais super faim. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Il n'y avait rien, vraiment fin fond de l'Ardèche. J'avais zéro, zéro solution. Et du coup, je vais dans une aire d'autoroute et tout, et je regarde, bah, enfin, tu vois, tout ce qu'il y avait à disposition à manger, et il n'y avait rien de vegan. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'à ce moment-là, je, je mange un truc qui n'est pas vegan, du coup, ou est-ce que je mange pas, mais en fait, je vais devoir conduire, donc en fait, je vais être claquée. Le but, c'est pas que je me mette en danger, c'est pas que. Enfin voilà. Et du coup, j'ai acheté un croissant, donc pas du tout vegan. Et tu sais, je l'ai regardé pendant 2 minutes et vraiment, j'étais là, genre, qu'est-ce que je fais? Je le mange, je le mange pas. Non, j'ai pas du tout envie de le manger parce que c'est complètement contre mes valeurs. Mais d'un côté, si je le mange pas, je vais être trop mal et ça se trouve, je vais me taper un accident. Et du coup, je l'ai mangé en mode, tu sais, limite en train de pleurer, tu sais, genre, non, je devrais pas faire ça. Et je me suis dit, mais c'est pas grave. Mais tu vois, et à la fin, je me suis dit, bah, c'est pas grave, c'est une fois sur 2 ans, c'est rien. Mais parce que tu vois, c'était tellement profond que je me suis posé 1 milliard de questions. Et si ça avait été pas. Enfin, si tu vois, le véganisme, pour moi, c'était pas quelque chose d'aussi profond, bah, je pense que tu vois, j'aurais même pas réfléchi 2 secondes, j'aurais acheté un truc et j'aurais mangé, je serais partie. Et voilà. Et du coup, c'est un peu un 2 en 1, c'est pour dire que bah, il faut que ça vienne de soi, mais aussi, c'est pas grave si des fois tu déroges un peu à la règle et que tu fais un excès, un écart. Enfin, c'est pas Mm. grave en fait. Oui, parce que trop de rigueur, comment dire, oui, je sais pas si on peut appeler ça de la rigueur, mais euh, c'est pas se respecter non plus. Donc c'est ouais, voilà, c'est à chaque fois de se dire ouais, c'est encore une histoire de conscience, hein, c'est la Mm. rubrique est bien nommée de ce Ouais, podcast. carrément. C'est vraiment en conscience et voilà, de se dire, OK, j'ai dérogé au véganisme que je suivais depuis longtemps, mais parce que c'est pour m'éviter un accident de la route, quoi. Donc, Ouais, ouais, je comprends complètement, ouais. c'est ça. Super, ouais, bah écoute, voilà, faire des choix en partant de soi, effectivement, je pense que c'est une super clé. Merci Mm. pour ce conseil. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu as fait dernièrement? Est-ce que tu as envie de nous parler d'une de tes actualités là du moment? J'ai tellement travaillé ces derniers temps que franchement, j'ai pas eu le temps d'avancer sur des projets perso, ce qui est trop dommage, mais je vais m'y remettre. S'il y a un projet qui me tient enfin qui me tient beaucoup à cœur, c'est avec 2 copines freelance, on a lancé il y a 1 an. Je crois, un studio de communication qui s'appelle Studio Etis. Et du coup, c'est un studio de communication pour les marques engagées. Et là, on va se spécialiser vraiment dans le mode éthique parce qu'on a 3 profils
vraiment très, très axé mode éthique. Moi, c'est un domaine qui m'intéresse, qui me passionne énormément. Audrey, du coup, qui est avec nous, elle est styliste, donc elle fait du stylisme sur les shootings photos, mais de base, elle est surtout styliste industrielle, donc elle dessine des collections de vêtements. Et elle a du coup toute cette approche éco-responsable où elle va conseiller les marques dans leur sourcing pour trouver les bons fournisseurs, les bonnes matières éco-responsables, etc. Et Gaëlle, qui est rédactrice web et qui gère aussi toute la partie stratégie édito. Pareil, elle est très, très engagée dans la mode éthique. Et du coup, on s'est dit, ça fait encore plus sens pour nous. Enfin, à la base, on s'était dit, on veut bosser pour des marques éthiques. Et là, on s'est dit qu'on voulait vraiment axer à fond sur la mode éthique parce que c'est un sujet qui, à la fois, nous passionne et à la fois est tellement d'actualité et est tellement important. Enfin, la mode en général... j'ai plus les chiffres exacts, mais c'est un des postes les plus polluants quand même dans notre société de consommation. Et on a envie d'essayer d'aider les marques à voir les choses autrement, à avoir un impact plus positif et montrer que c'est possible de créer de nouvelles marques et de nouveaux vêtements tout en ayant un impact vraiment positif aussi et montrer qu'on peut avoir une vraie mode éthique. Parce que souvent, c'est pas toujours facile de trouver son style vestimentaire dans la mode éthique. Et du coup, on a envie de montrer qu'on peut vraiment s'habiller de toutes les manières qu'on veut à travers la mode éthique. Enfin, que ça devienne la norme, en fait. Pour nous, ce serait le rêve, ce serait que la mode éthique devienne une norme et que du coup, il y ait le choix pour tout le monde, dans tous les styles, dans tous les... Enfin, voilà. Donc ce serait le petit bébé du moment. Ouais, donc ça veut dire que vous continuez à accompagner des marques ou est-ce que vous allez créer votre propre marque? Non, on va pas créer notre propre marque, mais ça, on va accompagner des marques. Donc, ça va être vraiment du tout début, donc de dessiner un plan de collection, choisir les bons fournisseurs, etc., jusqu'à la stratégie, jusqu'au shooting photo. Enfin, vraiment les accompagner d'un point de vue global et de leur donner toutes les clés pour qu'ils puissent entreprendre de manière éthique. Et c'est là où c'est super, c'est qu'on peut vraiment les accompagner sur différentes étapes et à chaque fois essayer de les aider à parler de leur positionnement, de les aider à communiquer, parce que le souci aussi dans la mode éthique, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui sont pas bien accompagnées, qui savent pas trop comment communiquer, et du coup qui ont des super projets, mais qui finissent par ne pas aboutir parce que il n'y a pas eu les photos, il n'y a pas eu la com, il n'y a pas eu tout ça. Et c'est super dommage, et on en voit plein des marques comme ça qui font 1 ou 2 ans et ça finit par s'arrêter. Et du coup, nous, le but, ce serait vraiment d'aider des marques soit déjà lancées, soit des marques qui se lancent à vraiment réussir à communiquer de manière éthique et aller plus loin, quoi, pour que vraiment on puisse construire une mode différente et que la mode éthique devienne la norme. Ce serait le rêve. Quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui aimerait vivre de qui il est? Tu as le droit de prendre le temps pour réfléchir. Hein. Ah ouais, j'avoue, c'est dur qui aimerait vivre de qui Selon il est. toi, hein, bien sûr. Hein. Bien sûr. Je pense qu'il faut se faire confiance. Qu'il faut se faire confiance, il faut s'écouter, il faut faire les choses étape par étape. Moi, je suis pas arrivée directement à mon positionnement que j'ai aujourd'hui. Ça n'a pas été quand j'ai lancé ma boîte, j'étais pas du tout sur ce positionnement-là. Il m'a fallu beaucoup de temps, il a fallu que je me fasse aider aussi. Je pense que c'est très très important de se faire aider et de reconnaître qu'on peut pas tout faire tout seul, parce que quand on se lance à son compte, c'est vite on se perd vite parce que on est tout seul, on est face à une montagne de travail, on doit gérer tout, on doit être notre propre commercial, notre propre... on fait tout. Donc des fois, ça peut être très compliqué. Et du coup, on perd vite aussi ce recul. On n'a plus trop de recul sur ce qu'on fait. Et de se faire accompagner, c'est vraiment... franchement, moi, je remercie toujours Marlène à chaque fois que je lui parle, mais je me dis, franchement, ça m'a donné tellement de clés, tellement de... aujourd'hui, je me rends compte que tout ce que j'ai appris avec elle, je m'en sers tout le temps, et que quand j'ai revu mon positionnement, j'ai réussi à le faire seule, mais parce que j'avais toutes les clés, je me suis posé toutes les questions
qu'elle m'avait fait me poser la première fois. Donc je pense que faut y aller doucement, faut pas se mettre la pression, faut se faire accompagner si on a besoin d'aide, et que ce soit par un accompagnement ou par des proches, bien s'entourer, être avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs, se créer un peu un cercle de personnes positives autour de nous. Je pense que c'est super important. Et ouais, pas avoir peur d'investir aussi en soi. L'investissement en soi, c'est en sa boîte, c'est autant investir, je sais pas, dans quelqu'un qui va gérer ton site et faire ton référencement que en toi, faire du développement personnel. Moi, c'est quelque chose qui m'aide énormément et qui fait que je pense que si ma boîte fonctionne bien aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est que je prends tout le temps du temps pour travailler sur moi, et c'est super, super important. Donc ouais, investir sur soi, sur sa boîte, prendre le temps, faire des pauses, aller tout doucement. Ouais, c'est une bonne recette, ça. Ouais. C'est pas toujours facile à appliquer, hein, comme on se disait, mais ouais, je pense que c'est super important, et vraiment prendre le temps. Je pense qu'on a tendance à se dire, je lance ma boîte, je veux que ça fonctionne tout de suite, et en fait, c'est très rare que ça prenne comme ça en 2 mois, et qu'en 2 mois, tu aies des clients qui t'appellent toutes les 2 minutes et tout. C'est pas la réalité de la vie, ça. Donc ouais, il faut prendre le temps. Et pas avoir peur de faire des erreurs. On en fait tous et on en fera tous au long de notre carrière, mais d'apprendre de ces erreurs et d'essayer d'éviter de les refaire à chaque fois. Moi, il y a un truc que j'ai appris très vite, c'est si un client, je le sens pas, faut pas que j'y aille. Les rares fois où je me suis dit, je sens pas trop, mais j'y vais quand même, et ça a toujours été horrible. Et du coup, je me dis, faut s'écouter, il faut savoir s'écouter. Quand on sent pas quelque chose, on n'y va pas. Quand on n'a pas envie, on y va. Et il y a plein de manières de développer son business aussi. Quand je me suis lancée, moi, je me forçais beaucoup à aller à des meet-up et tout. Et j'y allais toute seule. Et franchement, je suis de nature quand même un petit peu timide. Et je le vivais trop mal. Franchement, je me forçais, mais parce que autour de moi, tout le monde me disait mais il faut que tu te fasses un réseau, Anne-Sophie, sinon tu vas jamais y arriver. Il faut que tu sortes, il faut que tu rencontres des gens et tout. Et du coup, j'y allais. Et c'était pas... j'ai rencontré des gens cool comme ça, donc c'est très bien. Mais franchement, il y a plein de moments où j'y arrivais pas. Et après, je me suis dit, mais en fait, si ça marche pas pour moi, pour ma personnalité, il y a peut-être d'autres trucs. Et en vrai, ce qui a pu se marcher pour moi, c'était d'échanger avec des personnes sur Instagram, et ensuite de les rencontrer en solo, et d'aller se boire un café. Et de là, je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Et c'est ce qui m'a aidée à me faire des contacts et à rencontrer des personnes et à monter des projets. Donc, je pense que c'est ça aussi, il faut faire son chemin et se créer aussi son chemin, y aller comme ça nous correspond, et pas se forcer à faire des choses qui des recettes qui nous appartiennent pas, et parce que ça a marché pour d'autres, se dire faut que ça marche. Et le risque, c'est que si ça marche pas, c'est qu'on se dise je suis trop nulle, ça va pas. Mais en fait, non, c'est juste pas, comme tu dis, c'est pas le chemin qu'on s'est créé pour nous-mêmes, c'est le chemin de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est une belle réponse. Merci beaucoup, Anne-Sophie, pour ce bel échange autour d'entreprendre en conscience. Je pense qu'il y a pas mal de matière là pour des petits passages à l'action sans trop forcer, en se faisant plaisir, en pensant à soi. Donc, c'est très chouette. Je te dis à très bientôt, et puis bonne évolution dans ton business alors. Merci. Et merci à toi, cher auditeur, pour ton attention. J'espère que le sujet d'aujourd'hui t'a plu. Si tu as apprécié cet épisode, je t'invite chaleureusement à me soutenir en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Dans tous les cas, je serais vraiment ravie de poursuivre la discussion avec toi. Tu peux justement me retrouver sur Instagram, LinkedIn, ou bien découvrir les coulisses de mon propre développement en t'abonnant à ma newsletter. Toutes les ressources dont j'ai parlé pendant l'épisode sont disponibles dans la description. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite pour un prochain épisode.